marchons, ça fait 4 jours que nous marchons. Gardons courage, nous arrivons dans le pays que nous aimons, laissons les rubans qui... Mon cher Adrien, notre premier entretien nous a conduit à découvrir que la philosophie est un style de vie, une attitude, qui nous pousse à l'étonnement et à l'admiration. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons un désir de connaître, que nous avons fait l'expérience de la joie de la connaissance, qui est une joie gratuite, qui ne procède pas d'un désir de dominer ou d'une nécessité matérielle. Cette joie, c'est un enrichissement très profond. Cette connaissance possède deux aspects, l'une qui est purement admirative, en ce sens qu'elle constate la beauté qui est dans l'ordre des choses, et une autre qui est plus pratique, parce que cette connaissance nous permet de savoir ce qu'il faut faire et comment il convient d'agir. C'est en ce sens que saint Paul, saint Thomas, saint Grégoire de Nice parlent de faire la vérité, comme on fait le bien, parce que le bien est en dépendance de la vérité. Mais alors, que pouvons-nous attendre de notre initiation à la philosophie? Eh bien, nous pouvons attendre de la philosophie qu'elle nous ouvre le chemin de la sagesse, qu'elle nous ouvre de nouveaux horizons, qu'elle éclaire et affermisse notre esprit, qu'elle nous apprenne comment penser, et enfin, qu'elle nous apprenne à nous défendre contre les ennemis du genre humain. Son apprentissage ressemble à son exercice. Elle consiste à susciter les questions que l'on sera amené à se poser de manière autonome par la suite. Les questions poussent l'intelligence à s'étonner. Après une phase de réflexion sur ces questions, la réponse vient donc se poser dans un écrin préparé. La réponse est comme contenue dans ses tenants et ses aboutissants, dans ses limites et dans sa saveur vraiment profonde. Rien de pire que de répondre à des questions qu'on ne s'est jamais posées. Cependant, la philosophie nous apprend aussi quelles sont les bonnes questions. Dans le phénomène d'étonnement, il est important de distinguer deux degrés. La première phase d'étonnement consiste à s'étonner de ce que les choses sont. On commence par s'étonner que le soleil se lève, que la lune se lève, ou qu'un logiciel fonctionne. Ce type d'étonnement sont les étonnements de débutants. Elles n'étonnent plus le physicien, qui sait pourquoi et comment le soleil et la lune se lèvent. Elles n'étonnent plus l'informaticien, qui sait très bien comment fonctionne le logiciel. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a une deuxième phase d'étonnement. Une fois que nous ne sommes plus dans ce premier degré d'étonnement, dans les domaines que nous maîtrisons, nous pouvons nous étonner de ce que les choses ne sont pas. Ainsi, on pourra s'étonner d'une éclipse, parce que les lois que nous avons découvertes habituelles en physique ne s'appliquent plus ici, ou semblent ne plus s'appliquer. En informatique, par exemple, nous nous étonnerons qu'il y ait un bug. Un homme qui découvrirait la civilisation moderne serait étonné de l'installation électrique et s'étonnerait d'abord de ce que la lumière s'allume quand nous appuyons sur le bouton. Mais ensuite, l'homme s'étonnerait plutôt de ce que la lumière ne s'allume pas quand nous appuyons si un problème apparaît dans cette installation électrique. Ainsi, nous admirons l'ordre des choses et du monde, et nous nous étonnons lorsqu'il arrive quelque chose qui échappe aux lois que nous connaissons du monde. C'est ce que j'appelle une singularité, un phénomène qui défie notre compréhension actuelle du monde. C'est ce que nous dit Aristote dans ce magnifique passage. À l'origine comme aujourd'hui, c'est l'étonnement et l'admiration qui conduisirent les hommes à la philosophie. Entre les phénomènes qu'ils ne pouvaient comprendre, leur attention, frappée de surprise, s'arrêta d'abord à ceux qui étaient le plus à leur portée. Et en s'avançant pas à pas dans cette voie, ils dirigèrent leurs doutes et leurs examens sur des phénomènes de plus en plus considérables. C'est ainsi qu'ils s'occupèrent des phases de la Lune, des mouvements du Soleil et des astres, et même de la formation de l'univers. Mais se poser à soi-même des questions et s'étonner des phénomènes, c'est déjà savoir qu'on les ignore. Et voilà comment c'est être encore ami de la sagesse, c'est être philosophe que d'aimer les fables, qui cherchent à expliquer les choses, puisque la fable ou le mythe
ne se compose que d'éléments merveilleux et surprenants. Il faut encore une fois, dans le contexte moderne, insister sur ce fait. L'attitude philosophique n'est pas une attitude idéologique. Elle ne cherche pas à ingénierer le monde, mais plutôt à comprendre ce qu'est le monde. Loin d'être un travail d'ingénierie, la philosophie est plutôt un travail de rétro-ingénierie. Cette recherche ne procède pas d'un désir de produire quelque chose, mais de comprendre les choses telles qu'elles sont afin de nous en enrichir. C'est encore ce que dit Aristote. Si donc, c'est pour dissiper leur ignorance que les hommes ont cherché à faire de la philosophie, il est évident qu'ils ne cultivèrent cette science si ardemment que pour savoir les choses, et non pour en tirer le moindre profit matériel. Mais à celui qui s'engage sur cette voie, rapidement des milliers de questions se posent. Et c'est ici que je t'invite à écouter la chanson de Thierry Amiel, 2000 ans sur la Terre. Et ensuite, à passer à l'étape suivante. Mais pourquoi donc suivre des maîtres ? Lorsque nous débutons dans l'attitude philosophique, nous découvrons une foultitude de questions. Dans cette chanson, nous voyons des traits caractéristiques, une angoisse qui monte face à une accumulation de questions sans réponse. C'est ainsi qu'Aristote, dans sa métaphysique, dit « Mais voici donc une conséquence bien autrement grave, qui ressort de tout cela. Si ceux qui ont le plus profondément entrevu la vérité qu'il nous est permis d'atteindre, et ce sont les gens qui la recherchent et l'aiment avec le plus de passion, si ceux-là s'en sont fait des idées si fausses, et l'ont si étrangement interprétée, comment ceux qui débutent dans l'étude de la philosophie ne seraient-ils pas absolument découragés ? Rechercher la vérité, ne serait-ce pas poursuivre des oiseaux qui s'envolent ? Comme en toute discipline, il nous faut procéder avec ordre. C'est pourquoi nous nous mettons à l'école des maîtres qui nous enseignent. Quelles compétences devons-nous acquérir et comment devons-nous les acquérir ? Et encore, par quelles questions commencer et comment les résoudre ? Quand on veut aller quelque part, soit nous connaissons le chemin, soit nous ne le connaissons pas. Lorsque nous ne connaissons pas le chemin, eh bien, soit nous ne savons pas que nous l'ignorons, et nous risquons fort de nous égarer. C'est le propre du débutant, de l'orgueilleux, qui croit tout savoir et qui avance seul droit dans le mur. C'est le jeune apprenti qui vient expliquer à son maître comment il convient de travailler. Lorsqu'on sait qu'on ne sait pas, et c'est déjà un bon début, alors on prend les moyens de prendre le chemin. Si on connaît la route, on peut avancer pas à pas, mais si on ne la connaît pas, on cherche le moyen de le trouver. Pour trouver cette route, on demande à celui qui connaît la route. Car si on ne demande pas, on reste là où on est. Les maîtres, au début de nos études, nous disent qu'il faut commencer par apprendre à lire avant toute autre chose, et qu'il est meilleur d'apprendre le b.a.-ba. C'est en effet b-a-ba, le b.a.-ba. C'est donc une démarche d'initiation. Elle nécessite une démarche d'humilité, parce qu'il faut reconnaître que nous ne savons pas, et c'est une démarche de confiance envers ceux à qui l'on demande le chemin. Ainsi, Aristote, qui fut lui-même disciple de Platon, va nous aider dans notre recherche, en particulier à y mettre de l'ordre. Tu pourras trouver, en description de cette vidéo, un lien intéressant qui résume la vie et l'ouvrage d'Aristote. Mais quel chemin vont nous faire prendre Aristote et saint Thomas ? Dans les premières leçons, Aristote nous montrera qu'il faut, pour apprendre à connaître, savoir d'abord distinguer le nécessaire du contingent dans les choses que nous observons, l'essentiel de l'accidentel dans notre spéculation, finalement distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui découle comme une conséquence de prémices et ce qui est ajouté comme par hasard. Toutes ces choses que nous voulons apprendre, il nous faut l'apprendre par induction. Voilà ce que nous dit Aristote, c'est-à-dire
par l'accumulation d'expériences dont on extrait les communs et les différences. Ainsi, pour éviter tout naufrage, il nous faut partir de ce qui est le plus connu de nous pour aller vers ce que nous connaissons le moins. Ainsi, la première question sur laquelle il se penche, avant de commencer sa physique, est de savoir qu'est-ce que savoir ? Quel est le processus, la méthode qui nous fait savoir ? Et quels sont les critères qui nous assurent de ce que nous savons ? Cette méthode, Aristote va l'employer pour répondre à la première question qui se pose à nous et qui a frappé l'homme de tous les temps. Les choses changent et demeurent les mêmes. Moi-même, depuis mon enfance, j'ai beaucoup changé. Je puis bien dire que je suis la même personne. Et pourtant, je puis aussi dire que je ne suis pas la même personne. Les choses changent et demeurent elles-mêmes. Sont-elles toujours elles-mêmes ? Y a-t-il des choses ou finalement n'y a-t-il que du mouvement ? Tout change. C'est l'observation qu'a fait Héraclite. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. À tirer et à faire un absolu de ces observations, à en tirer toute une doctrine, en faisant fi d'autres observations, on entre dans le courant héraclitéen qui a influencé beaucoup le modernisme. Aujourd'hui, chez des personnes comme Francis Cousin, nous retrouvons ces influences. L'observation opposée est celle de Parménide. Bien que tout semble changer, les choses restent toujours elles-mêmes. Ainsi, il faut dire que même si nous croyons observer du changement, ce n'est qu'une illusion. L'être est parfaitement un et immobile, et il nous faut nous dégager de cette illusion qu'est le changement. Il y a donc une permanence des choses. Aristote, en bon maître, en philosophe réaliste, loin de toute idéologie, présentera ces 2 options, les critiquera et proposera une synthèse qui rendra compte de la réalité telle que nous l'observons. Saint Thomas, quant à lui, suit le texte d'Aristote et propose des commentaires pour révéler à notre regard des éléments importants qui auraient pu nous échapper ou nous faire entrer dans une justification qu'Aristote ne propose pas à ce moment. Ainsi donc, dès la prochaine séance, nous commencerons. D'ici là, je te propose de bien réfléchir à ces questions. Qu'est-ce qui fait que je sais ce qu'est une chose ? Quels critères font que je suis certain de ma connaissance ? Et surtout, les choses qui changent et qui demeurent, changent-elles, demeurent-elles ? Y a-t-il des choses ou n'y a-t-il qu'un mouvement ? Toutes ces questions, nous commencerons donc à les aborder dès la prochaine fois.